fille de l'artiste, en l'occurrence, n'est pas celle qu'on attendait. Celle qu'on attendait s'appelle Corinne, elle a 18 ans, nous l'avions choisie par un concours lancé sur une radio. Si vous voulez interviewer Christophe Lambert, présentez-vous à la radio et avec FR3, nous vous choisirions. Celle-ci, c'est aussi une groupie, Fabienne Pasco. Là, elle parlait des problèmes d'argent. Les problèmes d'argent, nous allons tout à l'heure en parler. Ce sera d'ailleurs le débat de grand angle, l'argent dans le monde du cinéma. Combien touchent les stars? Combien coûte un film? Le sujet sur la groupie, eh bien, nous le retrouverons soit ce soir, soit peut-être plus sûrement demain. En tout cas, Fabienne Pasco, eh bien, nous allons la retrouver là, maintenant, avec deux autres journalistes de Télérama, Pierre Murat et Jean-Luc Douin. Ils vont nous parler des films, car Cannes, c'est quand même un festival avec tout plein de films. Ceux qu'ils aiment, ceux qu'ils n'aiment pas. Voici tout de suite le petit journal du festival. Bien, après 10 jours de festival de Cannes, le journaliste moyen est un petit peu fourbu, un petit peu fatigué. D'autant plus qu'il y a eu un crescendo dans toute la programmation du festival et chaque fois des films de plus en plus intéressants, des événements de plus en plus attendus. On est fatigué, on se demande un petit peu pourquoi, parce que pendant tout le festival, il y a quand même eu un élan mystique très fort, des tas de films qui parlaient de la grâce, de l'initiation. Qui allie un véritable sens de l'efficacité, avec un véritable savoir-faire, avec une capacité à toucher un très très large public. Il y a d'abord La couleur pourpre de Steven Spielberg, qui raconte l'histoire d'une femme noire en Géorgie dans les années 20, femme violée, femme battue, femme blessée, un rôle énorme et magnifique qui est tenu par l'actrice Whoopi Goldberg, qui fait merveille. Et puis le second film, c'est La mission de Roland Joffé, qui lui évoque la résistance des Indiens d'Amérique du Sud au XVIIIe siècle contre les colonisateurs hispano-portugais, lesquels Indiens sont aidés par les jésuites qui les avaient convertis. Là encore, deux magnifiques comédiens, Jeremy Irons en prêtre pacifiste et puis Robert De Niro en conquérant repenti. Ce qui est intéressant dans ces deux films, c'est que je crois que deux conceptions du spectacle s'y opposent, deux façons d'utiliser l'efficacité esthétique. On a d'un côté Spielberg qui patauge dans le mélo style Casse de l'oncle Tom, avec sourire dents blanches et vert pâturage, et n'hésitant pas à flirter avec le racolage parfois, même si je pense qu'il est sincère. Et puis Roland Joffé, dont il faut rappeler, je crois qu'il a été l'auteur d'un film magnifique sur le Cambodge, au temps des Khmers rouges, qui s'appelait La déchirure. Roland Joffé, donc lui, qui stoppe l'émotion au moment où elle risque de basculer dans les cascades larmoyantes. Et j'ai envie de rappeler aussi qu'effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, la mission se rattache à une inspiration mystique qui aura hanté ce festival, un festival où le message d'idéal ascétique aura plané au-dessus de nos têtes, un peu comme un nuage irradiant. On a eu le film de Tarkovsky, effectivement, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Et je rattacherai aussi, moi, le film de Ferreri, parce que je crois que il y a quelque chose de métaphysique dans ce culte d'une voix qui vous dit « I love you », même si cette voix ne sort que d'un porte-clés. Et puis, je crois qu'il y a une révélation, Fabienne. Oui, il y a eu une révélation qui est, moi, un film que j'aime beaucoup. Tout à l'heure, on vient de parler de grosses superproductions américaines. Là, je trouve que le rapport qualité-prix est inversé. C'est un film qui, moi, m'a beaucoup ému avec peu de moyens. C'est Thérèse, d'Alain Cavalier, dont on va voir tout de suite un extrait. Alors cet extrait, c'était la fête de Noël au Carmel avec l'enfant Jésus qu'une des sœurs berce, et puis c'est la fête, c'est la danse, et toutes les carmélites valsent. Alors c'était un petit peu une gageure de raconter la vie de Thérèse de Lisieux au cinéma, parce que Thérèse, c'est un peu une des grandes méconnues et des grandes maltraitées du répertoire. On la représente d'habitude dans l'iconographie saint-sulpicienne habituelle, avec une couronne de roses sur la tête, le regard blanc qui part en l'air, et une espèce de sourire niais de ravi de la crèche. Bref, pour le catholique misogyne moyen, c'est une sainte un petit peu nunuche, un petit peu mièvre, mais heureusement, elle est morte de la tuberculose, elle a beaucoup souffert, donc ceci compense cela. En fait, le tableau n'est pas du tout aussi simple.
Et Alain Cavalier fait un portrait de Thérèse qui est émouvant de bout en bout. Pourquoi? Eh bien d'abord, il évite tout dolorisme. Dans ce Carmel, il y a des rapports de pouvoir, des rapports difficiles. Et finalement, les saintes ne sont pas celles qu'on croit. Ce ne sont pas les religieuses qui se mettent des cilices à longueur de journée ou qui font des jeûnes invraisemblables. Non, la sainteté, c'est Thérèse. Et pourquoi? Eh bien parce qu'elle a une espèce d'évidence, de pureté, d'innocence. Elle a surtout un amour ravageur, comme ça, qui en fait une sainte, mais qui vous émeut comme une enfant de bout en bout, et ça, c'est magnifique, c'est passionnant. Comment ça passe à l'image? Eh bien, ça passe avec une mise en scène très sobre, très calme, très dépouillée, avec des scènes qui s'enchaînent, comme au théâtre, des scènes qui passent du faux du au noir, et des scènes qui ont cette espèce de clarté et de simplicité, comme si Alain Cavalier avait remué le sujet dans sa tête depuis des années, et comme s'il arrivait à en tirer la quintessence. Alors avec ça, il peut aborder les choses les plus folles. On voit les démarches de Thérèse pour rentrer au Carmel, elle va voir le pape, on passe à des scènes de cuisine où elle épluche des homards, on la voit aussi se déguiser en Jeanne d'Arc, bref, autant de scènes qui pourraient sembler absurdes, mais qui dans cette mise en scène très très lointaine, très sobre, prennent une dimension fantastique. Et puis surtout, moi je trouve que ce film, c'est la grâce aussi parce que il est complètement dépouillé, complètement abstrait, complètement loin des choses, et moyennant quoi, on arrive à sentir le grain de la peau presque des religieuses, on arrive à sentir leur étoffe, enfin l'étoffe de leur voile, on arrive à sentir le bois du Carmel, et ce film qui est tout complètement spirituel, eh ben, il devient totalement sensuel. C'est un petit miracle, Jean-Luc Douin, non? Ah oui, moi j'étais aussi très très séduit par le film. Ce que je trouve merveilleux, c'est l'alliance qu'il y a entre le sujet et la mise en scène. On sait bien que Cavalier est quelqu'un qui a opté pour un cinéma très très éloigné de l'esbrouf, et il démontre là qu'en optant pour le dénuement, en se retirant du monde, on arrive à dire des choses simples et profondes, que c'est en se cloîtrant peut-être qu'on arrive à s'ouvrir le mieux aux autres. Ah, belle idée. Enfin, après le parcours de Thérèse, on va découvrir un autre parcours, peut-être plus dans le siècle, c'est celui de Catherine Deneuve dans le film de Téchiné, dont on va voir tout de suite un extrait. Ouais. Assieds-toi, je t'en prie, assieds-toi. Mais je peux pas, il faut que j'y aille, il m'attend. Non mais pas tout de suite, tu n'as pas besoin, tu peux attendre quelques jours quand même, tu le connais pas. Enfin, pourquoi si vite? Regarde l'orage. Oh, et puis cette tête de merde, on va rien. Tu peux pas t'en aller, j'ai fermé. C'est pas vrai, Lily, hein? Dis-moi, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. C'est vrai. Je suis venue pour une seule raison, c'est pour Thomas. Tu iras l'attendre à la sortie du collège samedi. Et tu lui diras... Tu lui diras que je reviendrai dès que je pourrai. Dès que je pourrai très vite pour l'emmener avec moi. Tu lui diras, hein? Non, tu ne sortiras pas. Il faut que tu me laisses. Il faut que tu me laisses être heureuse. Ne fais pas ça, ne fais pas ça. Moi, c'est un film que j'aime bien, le film de Téchiné. Il n'a pas été très très bien accueilli au Festival de Cannes, mais moi je l'aime pour 3 raisons. La première, c'est qu'il y a dans le film Daniel Darieux. Alors pour moi, c'est une règle absolument irréfutable. Un film où il y a Daniel Darieux ne peut pas être totalement mauvais, puisqu'elle y est. Et donc les scènes dans lesquelles il y est sont forcément bonnes, puisqu'elle y joue. Alors ça me paraît absolument sûr. Et puis la seconde qualité, c'est quand même, à côté de Darieux, il y a Deneuve. Et Deneuve, on l'avait un peu perdu de vue, parce qu'elle tournait avec... de mauvais films comme Paroles et musique, ou bien elle se livrait à quelques apparitions pas toujours très... enfin presque ridicules dans Fort Sagan. Et puis là, visiblement, elle a cru au sujet, elle a cru surtout au metteur en scène, et Téchiné a réussi à tirer d'elle des accents absolument formidables qu'on n'avait pas vus depuis très longtemps. On se souvient enfin que c'est une comédienne, et ça, c'est quand même important. Et puis la troisième raison, c'est tout de même Téchiné. Parce que je crois que l'art de Téchiné, depuis le début, ce qu'il a voulu faire, c'est un cinéma lyrique et romanesque. Et puis c'est vrai qu'il n'y arrivait pas toujours, il était un peu noué. Je pense à des films comme Les Sœurs Brontë ou à Barocco, que moi j'aime pas du tout. Et l'an dernier, avec Rendez-vous, et avec ce film-là, il me semble que les vannes s'ouvrent. Ça y est, il réussit à filmer de façon lyrique, il réussit à filmer de façon romanesque. Et donc, moi, je ne partage pas la relative sévérité de la presse vis-à-vis de ce film. Je trouve que c'est un film très joli. Enfin, Téchiné est quasiment un vieux routier du Festival de Cannes. On en a découvert un cinéaste beaucoup plus jeune, beaucoup plus inventif, peut-être, qui est un Américain. Oui. On va voir un extrait de son film, ouais. là. Okay, it's a triple letter score joint right here. That.
is not a word. It is a word. I challenge you, Gonna. G-O-N-N-A is not a word. I'm gonna kick your ass. It's a word. Little barbaric. Look it up. I quit. Likewise. You fake Billy D motherfucker. Sore losers. No, there's nothing as pitiful in life as a quitter. No wonder he can't find a job. If I'd have known that all three of you grown men were going to See, I told you it's a word. behave like children, I would have rather had a quiet meal by myself. I'm going to bed. Good night. You won't make me sick. Ben ça, c'est un premier film qui est très très réjouissant. Parce que ce qu'il faut dire, je crois que le Festival de Cannes, cette année, a été marqué par beaucoup de premiers et de seconds films très très bien. Vraiment, c'est une très bonne cuvée. Alors celui-là, donc, s'appelle She's Gonna Have It. Et c'est d'un premier film donc d'un monsieur qui s'appelle Spike Lee qu'on a vu dans le film. C'est lui qui fait la grimace très drôle, qui fait beaucoup rire, je crois, Fabienne. Et qui ressemble un peu à Woody Allen. Et qui ressemble un peu à Woody Allen. Alors c'est un film, l'histoire est très simple, c'est une dame qui vit simultanément avec trois messieurs. Elle, ça lui plaît beaucoup. Et les messieurs, pas du tout, parce qu'ils veulent évidemment chacun l'avoir chacun pour soi, quoi. Alors ça pose quelques problèmes, et l'extrait qu'on a vu, c'est ça. C'est un film qui est insolent, c'est un film qui est gai, c'est un film qui est... Il y a plein d'idées, il y a 10 idées par minute. Alors il y en a certaines, évidemment, qui sont un peu loupées, et puis d'autres, ça passe. Moi, je trouve que c'est un film foisonnant, c'est ça. Je ne sais pas ce que vous avez pensé, vous, mais enfin, c'est... Moi, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai beaucoup aimé aussi un autre premier film, qui est celui de Jane Campion, qui s'appelle Dans un genre tout à fait différent, là. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Ah, je trouve que c'est un film bouleversant. C'est l'histoire, en effet, que le titre résume bien, c'est deux filles, l'une qui vit dans un milieu bourgeois, et l'autre qui va se laisser couler peu à peu. Et à partir de cet état de fait, on va remonter le temps, c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre les raisons pour lesquelles ces deux amis ont pris des voies différentes. C'est un film qui est simple, qui est sans fioriture, sans flafla, sans chichi, quoi. C'est ça qui est très important. Moi, j'ai eu à peu près un choc à peu près comparable à celui qui avait été, avec le film que la quinzaine nous avait révélé, qui était Family Life. Je trouve que c'est aussi fort, aussi dru et aussi beau, quoi. Voilà, c'est vraiment deux premiers films superbes. Bien voilà, Christian Roland, après vous avoir livré avec abondance nos états d'âme, nous vous redonnons la parole. En tout cas, tout à fait d'accord avec vous sur la sensualité au Carmel. Thérèse, moi je suis pour la sensualité au Carmel, ça c'est une autre histoire, mais en tout cas pour que le film ait un prix, sinon un grand prix. Richard Boringer, eh bien rappelez-vous, c'est au volant d'une superbe traction blanche qu'il est définitivement rentré dans nos mémoires de spectateurs. C'était dans le film Diva, même s'il avait commencé devant une caméra déjà dès 1972. Ici à Cannes, il est présent dans deux films qui sont L'inconnu de Vienne et puis Hubac. Alors Boringer, bien entendu, c'est une gueule et puis c'est une voix comme ça, très très rauque. Avec lui, les interviews, c'est un petit peu comme de la poésie. On y voyage beaucoup. De là à dire qu'il nous mène en bateau, c'est en tout cas la balade à laquelle vous invite maintenant Jean-Luc Douin et Michel Bollez. Je suis parti déjà sur un paquebot comme ça, mythique, avec Jean-Pierre Mocky, dans le Pactole. On est parti avec ma petite femme, ma petite poulette, on est parti vers des horizons flamboyants. Et c'était un bateau comme ça. C'est le temps suspendu, quoi. Je suppose que d'être dans une cabine et de passer 3 ou 4 semaines, ça doit être... c'est peut-être un peu littéraire tout ça, mais on peut y rajouter de la musique. Je voulais pas spécialement... Je voulais être acteur, oui peut-être, mais pas par vocation. Pas par vocation. Je crois que là... ça a été fait d'infinies parcelles, et puis ça s'est construit. Je me suis retourné, et puis les choses avaient changé. Et puis moi, j'avais changé. Mais il n'y avait pas de vocation d'acteur, non. Il n'y a jamais eu de vocation, de toute façon.
Je pense que si j'avais un truc au départ, c'est que ça doit s'analyser. Il y a des gens qui font œuvre de ça, d'analyser les raisons qu'ont les êtres de faire telle et telle chose. Je sais que j'ai fait beaucoup de choses pour me les voir vivre. Ça veut dire que j'ai eu beaucoup de culot et beaucoup de pêche parce que je voulais voir comment je le vivais. Une espèce de représentation personnelle, une espèce d'alter ego. J'étais au coin du bar et je me voyais passer dans la rue, ou je passais dans la rue et je me voyais au coin du bar. Alors il est évident que j'ai jamais refusé J'ai toujours voulu connaître les autres. Je m'y suis employé avec une force dérangeante de temps en temps. Mais j'ai un besoin fou de connaître les autres. Je ne peux pas croiser quelqu'un sans le brancher, quoi, sans essayer d'avoir tout de suite comme ça une relation éblouissante avec lui. J'ai rencontré les déchirures, j'ai rencontré les filles qui tanguent dans les bars à la dérive, j'ai rencontré les mecs qui éructent dans les bars, j'ai prié comme un païen, j'ai voulu quelque chose, je ne savais pas ce que c'était. Je veux toujours quelque chose, je ne sais toujours pas. En tous les cas, si, je sais, mais c'est un peu vaniteux. Il suffit d'une personne qui n'aurait pas de tendresse pour moi ou pour me mettre en l'air, quoi. Ça, à 44 ans, c'est toujours un truc très précis, quoi. Mais quand je tombe sur un metteur en scène qui canalise ce caractériel, qui canalise cette violence comme ça interne, mais dont je sens les ailes, qui va me porter plutôt que m'enfoncer, à ce moment-là, je bronche plus. On me donne un méchant, j'ai envie de tourner avec ce metteur en scène, il y a des partenaires super, allez, je fais le méchant, puis je vais essayer au hasard de dire, ouais, ben vous voyez, celui-là, il est méchant, mais quand même, il y a un truc qui est touchant chez lui. Je vais essayer de le cautionner, quoi. Je vais essayer de le contourner, et puis de dire, bah oui, mais c'est pas exactement comme ça. Mais mon ambition serait que les films que je préfère faire à d'autres soient des films qui contiennent en eux un charme et un trouble, et une façon de planer qui soit commune aux spectateurs. J'ai pas envie de faire mon métier en dehors des spectateurs. J'ai pas envie de le faire en dehors des gens qui ont besoin qu'on leur raconte une histoire qui est la même que la nôtre, qui va nous faire, dans l'anonymat le plus total, être ensemble pendant 1h30. Voilà. Mais ouais, la mise en scène, ouais. C'est radieux, la mise en scène. C'est un truc radieux, quoi. C'est ça, quoi, hein. C'est ça, quoi. Quand ça commence, quand l'histoire, elle commence, elle doit forcément se transformer en ça. Forcément. Et les spectateurs, ils y mettent l'océan qu'ils veulent bien, celui qui les attire le plus. Mais c'est ça, hein, c'est ça. C'est un gros bateau. Ah, ça, c'est toute la poésie de Richard Bohringer. Moi, j'en prendrais bien encore pendant une bonne dizaine de minutes. J'aime bien Bohringer. Là, c'était sur le tournage du Peltoquette de Michel Deville, où il y aura Stéphanie Ardant. Et puis, il retrouvera dans ce film Anne Luhu, qui était la jeune Eurasienne qu'il y avait dans le film Diva. Alors, Bohringer, 44 ans, c'est pourtant néanmoins dans nos mémoires un jeune comédien. Là, nous allons en retrouver d'autres. Nous les avons laissés totalement libres devant une caméra. Ils pouvaient faire ou dire ce qu'ils voulaient. Certains ne s'en sont pas privés. Regardez notamment la première, elle se dit prête à tout pour réussir dans ce métier. Dame Ned. Devenir actrice de cinéma, pourquoi vous, pourquoi pas les autres? Pourquoi pas les autres? Parce que moi j'ai envie, peut-être que les autres n'ont pas envie. Est-ce que vous avez l'impression de mériter cette situation d'actrice? En quoi?
En quoi je mérite cette situation d'actrice? Par une passion, parce que j'ai vraiment la passion, que j'ai vraiment envie et que je suis prête à tout pour réussir.